Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La rébellion n'aura duré que 24 heures après être rentré dans les villes russes de Rostov de Voronezh samedi matin. Le leader du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, se disait prêt à marcher sur Moscou pour combattre le pouvoir des bureaucrates. Un accord, semble-t-il, a été trouvé avec le Kremlin. La milice a rebroussé chemin samedi soir, tandis que Prigojine aurait obtenu l'immunité en Biélorussie. Le chef d'État peut-il se remettre d'un tel affront? Comment la guerre en Ukraine va-t-elle évoluer désormais? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean Lopez. Bonjour Jean Lopez, vous êtes Bonjour. historien, on vous doit toute une série de livres consacrés à l'armée russe. Je pense par exemple à une biographie du maréchal Joukov et plus récemment un livre que vous avez écrit avec Michel Goya, L'ours et le renard, histoire de la guerre en Ukraine aux éditions Perrin. Anna Colin-Lebedev, bonjour. Vous êtes Bonjour. maîtresse de conférences à Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique. Vous avez publié ce matin une tribune dans le journal Le Monde qui fait écho, bien sûr, à cette tentative de coup d'État. Le pouvoir russe est-il aujourd'hui fragilisé? Alors le pouvoir russe est en réalité dans une dynamique de fragilisation qui ne date pas des événements de ce week-end. Et les événements de ce week-end, bien évidemment, participent, je dirais, voilà, à un changement, à une transformation. Ce n'est pas un micro-événement, hein. Il aura certainement un impact sur le pouvoir politique russe. En tout cas, l'ensemble des analystes, à la fois russes, proches du pouvoir, proche du pouvoir, mais avec une certaine liberté de parole, et en opposition, et également les collègues internationaux, font le constat que oui, probablement, il y a un affaiblissement du régime politique et de la crédibilité de Vladimir Poutine. Alors, pourquoi affaiblissement? Parce que Vladimir Poutine parlait donc des traîtres, il parlait de coups de poignard dans le dos, et puis finalement, en tout cas aujourd'hui à 7h44, rien ne s'est déroulé, sinon un accord entre le traître et lui. Je pense qu'il faut dépasser l'affrontement entre deux hommes et le remettre dans le contexte d'une rébellion d'un groupe armé irrégulier qui marche sur Moscou et de la réaction de l'État russe. Et c'est là-dessus que Vladimir Poutine était attendu. Alors bien évidemment, vous voyez, les événements, en réalité, nous sommes loin du dénouement de cette histoire. Le dénouement n'a pas encore eu lieu, mais il y a un certain nombre de choses que nous pouvons constater. Nous pouvons constater que, effectivement, un groupe armé non étatique peut marcher sur des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie sans rencontrer de résistance majeure. Il peut prendre une... Avec même, semble-t-il, pardonnez-moi, je vous ai coupé, avec même, semble-t-il, un accueil parfois plutôt amical de la population. Alors la population est une chose, mais la question c'est comment l'État en fait laisse un groupe qui souhaite renverser un certain nombre de personnages politiques marcher sur Moscou. Alors, là ça ne s'est pas passé complètement pacifiquement. Il y a quand même eu des hélicoptères et un avion abattu et des morts du côté de l'armée russe. Mais toujours est-il qu'il avance, qu'il progresse, qu'il arrive dans une ville millionnaire, que dans cette ville millionnaire il rentre dans l'état-major de l'état-major des forces armées, et que, je dirais, dans cette histoire, il s'en sort plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il négocie un accord. Donc, je dirais, en cela, par exemple, ça pose la question à énormément de personnes à l'intérieur de la Russie sur la capacité de l'État russe à contrôler, en fait, son territoire. Jean Lopez, qu'est-ce que ça raconte sur l'état de l'armée russe, des forces russes, parce qu'on ne sait pas s'il faut inclure Wagner dans l'armée russe de fait? De fait, elle y est, même si son statut n'est pas celui des forces armées de la Fédération russe. D'ailleurs, c'est le problème de fond. C'est depuis que Shoigu, le ministre de la Défense, a décidé d'intégrer en réalité les miliciens Wagner à l'armée russe en les obligeant avant le 1er juillet à signer un accord d'engagement. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, hein. C'est tout à fait concomitant. 13 juin, décision de Shoigu, et ça, on pense, hein, d'après les analystes américains, c'est à partir du 15 juin qu'on commence à voir que ça bouge un peu. C'est à peu près la coïncidence chronologique est intéressante, où visiblement il a joué son va-tout, Prigojine, hein, parce on allait lui enlever son capital humain, son capital tout court d'ailleurs, donc il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors c'est vrai que c'est tout à fait sidérant
cette, cette absence d'unité dans les forces armées russes, mais c'est quelque chose qu'on observe quand même depuis assez longtemps. Il y a une tradition assez ancienne en Russie de juxtaposer comme ça des éléments très différents. Même à l'époque soviétique, il y avait évidemment l'armée rouge qui était un fait massif, mais vous aviez une contre-armée, à l'époque de Staline, il y avait une contre-armée qui était le NKVD, qui était une armée encore différente. Aujourd'hui, par exemple, ce qui interroge énormément dans la marche très étrange de Prigojine vers Moscou, c'est pourquoi la garde nationale qui a été créée pour gérer ce genre de situation n'a pas donné. Elle est forte de 350 000 hommes. On pense qu'environ la moitié se trouve sur le front ukrainien. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? Il y avait 2 brigades qui sont autour de Moscou, 2 brigades qui sont armées jusqu'aux dents, on les a pas vues intervenir. Les forces du FSB non plus. Anna Colin-Lebedev. Alors, une des interprétations qui est donnée par les journalistes d'investigation russes qui travaillent sur les forces armées et les forces de l'ordre, Andrei Soldatov et Irina Borogan, c'est que, en fait, il s'agit de la conséquence d'une ambiguïté qui est constitutive du pouvoir russe, c'est-à-dire que Prigojine est présenté comme étant proche de Poutine, comme ayant un contact direct à Poutine. Et là, nous avons un acteur qui marche qui traverse la Russie et on ne sait pas exactement, les forces armées ne savent pas comment réagir. C'est peut-être un rebelle, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a de l'importance. Alors, voyez, est-ce qu'en en l'arrêtant, en fait, on contrevient à un ordre et on s'oppose à Vladimir Poutine lui-même? Mais alors, on a vu quand même Jean Lopez des premiers mouvements à Moscou, par exemple, pour défendre la ville. Il y a eu des destructions, semble-t-il, de chaussées. On dit que la ville, encore aujourd'hui, est quasiment en état de siège, ce qui signifie que la quiétude n'était pas de mise. Il y a eu quand même une réaction. Moi, j'ai vu les images, c'est pas très spectaculaire. La mise en défense de Moscou, c'est pas Moscou en décembre 41. Franchement, c'est pas grand-chose. C'est vraiment, il y a quelques sacs de sable. Alors, c'est pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas réussi à faire plus ou parce qu'ils ne voulaient pas faire plus? Mais ce qui est étonnant tout de même, c'est que c'est pendant 24 heures, effectivement, une sorte de paralysie, un flottement, une ambiguïté. Ça veut peut-être dire que le centre n'a pas été capable d'irriguer sa base avec des ordres suffisamment clairs. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, il y a eu un filtre et effectivement, il y a un flottement général. C'est pas trop quoi penser. C'est un objet étrange quand même, Wagner. C'est une création de l'État russe quand même. C'est quelqu'un qui a été créé, qui a été voulu, qui est en partie financé par l'État russe pour mener une certaine politique étrangère sous couverture et mener des actions subversives. Le problème de fond, c'est d'avoir transformé cette petite armée qui était destinée à travailler à l'extérieur ou à mener des actions de subversion, à l'engager dans une guerre d'une violence inouïe, une guerre tout à fait classique pour laquelle elle n'est pas faite. Et depuis qu'elle est engagée dans cette guerre, on voit bien qu'il y a un fossé qui ne cesse de se creuser entre Prigojine et Poutine. Ces pertes étant absolument colossales. Et moi, je le crois volontiers lorsque depuis le début il incrimine les choses trappes que l'armée russe traditionnelle a pu déposer sous ses pieds. Le problème de l'approvisionnement en munitions, je crois que tout cela est vrai. Je crois que tout le début, il y a une lutte extrêmement forte, sourde, entre l'armée russe traditionnelle, qui est quand même détentrice d'une tradition très ancienne, et ce groupe dont on se demande effectivement, ce mouton noir. Que fait-il en même temps, mouton noir, dont on va reconnaître qu'il a été efficace? Popasna, la seule percée, la seule débouchée en terrain de libre de l'armée russe au mois de mai dans le Donbass, c'est lui en bonne partie. Soledar, c'est lui. Bakhmout, même si le prix est démentiel, c'est lui qui l'a amené cette victoire. Il est donc fondé dans son narratif à se présenter comme l'homme efficace, ce qui ne peut qu'aggraver les dissensions, le fossé avec l'armée russe. Alors d'autant, Anna Colin-Lebedev, que les propos de Prigojine sont quand même extrêmement durs pour le régime. Il commence par contester l'utilité de cette opération spéciale, ce qui est inédit, et ensuite il nomme les choses en disant que le régime russe est un régime kleptocratique, ce qui est bien entendu quelque chose qui vise directement Vladimir Poutine.
Alors pendant tout un temps, en fait, Prigojine a eu une ambiguïté dans son discours en disant qu'il critiquait les exécutants en fait qui détournaient les ordres du président, mais que lui-même était un soldat de Vladimir Poutine. Et je dirais qu'il a conservé cette ambiguïté assez loin même jusqu'à dans son avancée folle sur le territoire russe. Mais il est vrai que le discours qu'il tient et qu'il diffuse via les réseaux sociaux et qui circule assez largement est un discours dont un grand nombre de personnes à l'intérieur de la Russie, je ne parle pas forcément des Russes ordinaires, mais en tout cas des combattants, des représentants des élites, des personnes dans les administrations, peuvent dire, bah oui, bien évidemment, il a raison. Donc on peut se poser la question, effectivement, quel nombre de personnes à l'intérieur de la Russie, en entendant Prigojine émettre ses critiques et annoncer son avancée dans Moscou, ont entendu derrière un discours de vérité qui contredit, en fait, ce discours du pouvoir. Mais alors, dans ces conditions, le fait de faire la paix, pour l'instant en tout cas, et en apparence avec lui de la part de Vladimir Poutine, est-ce que ça ne fragilise pas énormément son pouvoir? En réalité, on ne sait pas exactement si la paix a été faite. Il est certain, je dirais, qu'aujourd'hui, il y a une série de doutes qui vont être extrêmement importants au sein du régime politique. Il y a également d'autres éléments dont on ne tient pas suffisamment compte. C'est, je dirais, ce que ça fait au fonctionnement politique de l'État russe dans ses périphéries ou dans les régions, vous voyez, de manière plus décentralisée. Ça fait à plusieurs reprises, en fait, l'État russe s'est montré absent ou défaillant ou ne réagissant pas à ce qui pouvait être vécu et perçu comme des menaces. On pense aux incursions dans la région de Belgorod de ces corps armés dont on parlait dans la revue de presse, où c'est le gouverneur de région qui a dû gérer ça. Et là, pareil, le Kremlin, en fait, n'était pas véritablement là. On pense à l'attaque de drones à Moscou et puis là, cette avancée de Prigojine. Vous voyez, tous ces éléments non seulement interrogent et instillent le doute, mais aussi, et c'est important, font émerger des acteurs politiques. Aujourd'hui, le gouverneur de la région de Belgorod, ce n'est plus un simple exécutant, c'est un acteur politique autonome. Il ne va pas forcément s'opposer au pouvoir, mais il a des taux de popularité qui sont absolument délirants pour un gouverneur de région. Et je dirais, voilà, il y a des sujets politiques qui émergent, et ça, c'est bien évidemment aussi une fragilisation du régime tel qu'il est construit. Fragilisation, Jean Lopez, et Vladimir Poutine parlait de coups de poignard dans le dos, il évoquait 1917. Quel sens a cette phraséologie? C'est assez curieux. Bon, c'est probablement, je pense, une allusion à la révolution bolchevique mais si c'est ça, c'est... Mais alors c'est étrange parce que coup de poignard dans le dos, c'est aussi le terme Oui. qu'utilisaient Hitler et les nazis pour expliquer Oui, les causes de la défaite de 1918. C'est le général Ludendorff qui avait inventé dès 1900. Alors je ne sais pas si en russe ça a la même signification. C'est Dolchstoß en allemand, en russe. Bon, enfin, de toute façon, l'image. Ceci dit, c'est pas en soi, c'est pas un concept. Oui, coup de poignard. Il me semble d'ailleurs l'avoir lu dans les mémoires de général Alexeïev. Il me semble avoir lu cette expression. Je pense pas qu'il n'y a pas forcément une allusion à ce que disaient les nazis, etc. Je pense pas. Anna Colin-Lebedev. Non, effectivement, c'est utilisé assez couramment. Donc, un Russe n'entendra pas du tout une référence allemande là-dedans. Mais moi, ce que je note dans ce discours, dans cette référence historique de Vladimir Poutine, c'est, je dirais, la gravité de la situation à laquelle il fait référence en créant une analogie. Effectivement, il parle de la révolution de 1917, mais il parle ensuite de guerre civile. Donc, il qualifie la situation qu'il a devant les yeux de risque de guerre civile, ce qui nous montre aussi, en fait, à quel point le président russe a été plutôt effrayé, ce qui n'est pas typique dans ses discours. Dans ses discours, il va dire la menace existe, mais tout est sous contrôle. Là, en fait, la patrie était en danger. Mais alors, pourquoi le dire alors même que, parmi les différentes hypothèses, Anna Colin-Lebedev qui expliquerait que Prigojine a renoncé, il y a le fait que les appuis dont il aurait pu bénéficier au sein de l'appareil d'État n'étaient pas présents à l'appel. Alors, l'une des hypothèses qui aujourd'hui recueille l'approbation d'un grand nombre d'analystes, c'est qu'en réalité, voilà, Prigojine a décidé de parier gros, comme il le fait en fait régulièrement, de jouer son va-tout pour obtenir, comme vous le disiez, les conditions de sa survie politique et de sa survie économique. Que marcher sur Moscou était peut-être un objectif maximaliste, mais que voulait-il véritablement faire à Moscou, ce n'était pas très clair. Que
et que quelque part, je dirais, voilà, il serait sorti quasiment gagnant de l'histoire, même si une fois de plus, l'histoire est loin d'être terminée, en obtenant finalement le rétablissement de son statut de héros aux yeux de la population et aux yeux du pouvoir. Ça, c'est complètement inédit. Hein. Il est passé d'un statut de traître à un statut de bon, ok, c'est bon, vous êtes les héros de la Russie en quelques heures, et ce n'est pas coutumier de Vladimir Poutine. En réalité, vous voyez, je pense qu'on est dans une situation qui, pour le pouvoir russe, apparaît clairement comme humiliante, et surtout, elle apparaît comme humiliante, je dirais, pour les observateurs à l'intérieur du régime. Donc, il va y avoir une suite. Jean Lopez, qu'est-ce que vous comprenez à ce mystère? Quelles sont les hypothèses Je me possibles? pose des questions parce qu'il y a il a deux outils dans la main. Prigojine, il a d'abord ces 4-5 000 hommes peut-être professionnels très aguerris qui se trouvent en Afrique. Quel est l'avenir de son rapport à ces hommes qui sont sur le terrain? J'aurais mieux compris une négociation qui aboutirait à le renvoyer en Afrique, par exemple, où il aurait pu se tailler, capturer un État dans sa spécialité et peut-être prospérer avec une garde prétorienne qui pourrait passer d'un État à l'autre. Et puis il a un deuxième outil dans la main, c'est le noyau dur de ces hommes qui se trouvent sur le terrain en Ukraine. Vous avez un noyau central, là aussi de 5 à 10 000 professionnels qui traînent avec lui depuis longtemps. Et puis autour, il y a tous ces détenus qui sont de la chair à canon et qui vont s'éparpiller comme des moineaux et probablement signer le 1er juillet leur intégration dans les forces. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est s'il va partir en Ukraine avec son matériel de guerre et ses hommes, le noyau dur, ceux qui sont compromis. Or, l'accord semble dire que tous ceux qui sont compromis sont pardonnés, mais est-ce qu'ils sont compris dans le grand déménagement vers la Biélorussie? Je ne sais pas, c'est ça qu'il faut observer. Est-ce qu'ils gardent ces hommes, ces 5000 hommes, avec leur matériel de guerre? Est-ce qu'ils se translatent avec eux en Biélorussie, auquel cas il devient un facteur politique extrêmement important, y compris auprès de Loukachenko, ou est-ce qu'il est tout seul, un individu isolé? On ne sait pas aujourd'hui où on en est de ce point de vue-là. Alors, d'autant, Anna Colin-Lebedev, que dans la masse de commentaires disponibles aujourd'hui, il y a le fait qu'il pourrait y avoir une tentative depuis la Biélorussie, ou bien de mener une offensive, ou bien peut-être aussi de constituer une menace nouvelle pour le régime de Poutine. Alors, sur la dimension militaire, je serais incapable de vous répondre d'une potentielle attaque de Wagner depuis le nord. Sur la question de la menace contre le régime, je pense qu'on est un petit peu trop attaché aujourd'hui à guetter le coup d'État, c'est-à-dire un renversement radical du pouvoir politique. Je ne suis pas certaine que le coup d'État, en fait, était à l'ordre du jour dans cette avancée de Prigojine, mais surtout, je pense que la probabilité est plus forte qu'un régime déstabilisé, en fait, se transforme de l'intérieur, hein, sans que le pouvoir de Vladimir Poutine ne soit remis en cause, ou sans que, surtout, le fonctionnement de l'État ne soit remis en cause. On a un grand nombre d'élites qui doutent aujourd'hui, et ça ne fait qu'augmenter, mais je dirais que dans leur doute, ils auront plutôt tendance à renégocier le contrat entre eux plutôt que de renverser le pouvoir. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Tout est allé extrêmement vite ce week-end en Russie, une mutinerie, une tentative de coup d'État, et puis finalement la voici avortée, avec quelles conséquences sur la manière dont la guerre en Ukraine est menée. Nous sommes en compagnie d'Anna Colin-Lebedev. Vous êtes maîtresse de conférences à Paris-Nanterre. On vous doit notamment Jamais frères aux éditions du Seuil, un livre que vous avez consacré aux relations entre Ukrainiens et Russes. Jean Lopez, vous êtes historien. Vous venez de publier avec Michel Goya L'ours et le renard, histoire de la guerre en Ukraine aux éditions Perrin. S'agit-il d'un tournant dans cette guerre en Ukraine? La manière dont Prigojine va ou pourrait être empêché de continuer à diriger Wagner, et d'ailleurs les Russes peuvent-ils en Ukraine se passer de Wagner? Oui, numériquement, oui, certainement. Dans la mesure où le groupe Wagner, c'était encore une fois un noyau professionnel d'environ 10 000 hommes, des cadres, et autour gravitaient des effectifs qui fluctuaient entre 20 000 et 40 000 selon le recrutement dans les prisons. Mais ça représente ces 10 000 hommes, ces malheureux
C'est malheureux qu'on allait chercher dans les prisons. De toute façon, maintenant, c'est l'armée russe qui les intègre directement, hein, puisque Prigojine a perdu le droit d'aller recruter en prison. Mais au fond, ça veut dire soustraire 10 000 hommes à l'ordre de bataille. Est-ce que ça veut dire ça? C'est pas sûr, parce qu'on ne connaît pas exactement la teneur de l'accord entre Prigojine et Moscou. Il est possible que sur ces 10 000 hommes, une grande partie soit intégrée directement dans l'armée. Donc du point de vue des effectifs, ça ne veut pas dire grand-chose. Du point de vue du matériel non plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça va pas, même ces 24 heures de folie n'ont pas, du point de vue militaire, directement de conséquences. Ça a été beaucoup trop rapide. Les Ukrainiens n'ont pas eu le temps de rebouger leur dispositif, de reprendre, de tâter dans de nouvelles directions. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils continuent à forcer du côté de Bakhmout. Là, il y a peut-être une arrière-pensée politique. Hein, C'est-à-dire c'est peut-être de dire, s'ils arrivent à prendre Bakhmout, bah oui, dès que Wagner n'est plus là, ce qu'il a gagné, vous le perdez. Ça peut être une façon de taper dans ce coin, d'enfoncer un coin entre les forces armées russes, donc l'armée russe fédérale, et Wagner. Ça peut être ça. Mais militairement, pour l'instant, ça n'a pas de conséquences. Les Ukrainiens continuent à chercher le point faible, à essayer de franchir cette première, puis cette deuxième, puis cette troisième ligne. C'est très dur, hein. C'est extrêmement douloureux, visiblement. Il y a des pertes, mais pour l'instant, il n'y a pas... On est dans une phase, encore une fois, d'exploration-découverte. Il n'y a pas eu encore de véritable... L'intention n'est pas démasquée du côté ukrainien. Et oui, parce que cette tentative intervient, Anna Colin-Lebedev, à un moment où on avait la sensation que la force était plutôt du côté russe et que les Ukrainiens avaient du mal à réussir véritablement leur contre-offensive. Alors ça, vous voyez, en termes d'analyse politique, d'analyse militaire, on a entendu effectivement différentes choses. Je dirais que en termes politiques, dans le message qui était donné par les médias russes et par la classe politique et la population, ça n'avait pas énormément bougé. Ces fluctuations sur l'offensive, la contre-offensive, la prise de Bakhmout, le relâchement de Bakhmout, laissaient indifférent une grande partie de la population russe, et je dirais que ça correspondait à peu près à l'objectif du pouvoir. Contrairement à ce que l'on peut penser, on pense souvent que dans cette guerre, en fait, Poutine cherche à mobiliser la population parce qu'on voit cette propagande extrêmement virulente. En réalité, le pouvoir oscille en permanence entre la nécessité de mobiliser suffisamment pour que les Russes y aillent au moment où il faut y aller, mais surtout faire en sorte qu'ils ne s'intéressent pas trop à la guerre, qu'elle reste la plus distante possible de leurs préoccupations quotidiennes, et nous l'avons vu dans le reportage depuis Moscou. Jusque-là, c'est réussi. Alors, c'est réussi, mais néanmoins, je pense que ce que nous avons vu ce week-end à Rostov-sur-le-Don nous donne un élément, je dirais, nous montre un effet secondaire de cette propagande qui a été distillée dans la population. Le bon accueil qui a été réservé aux soldats de Wagner. Le bon accueil réservé à Wagner, et nous avons des images stupéfiante de la colonne Wagner en train de quitter la ville dans une liesse populaire où un grand nombre d'habitants de la ville sont rassemblés, plutôt des jeunes d'après ce que l'on voit dans cette vidéo qui est un peu nocturne, donc on ne voit pas grand-chose, mais qui viennent saluer le Wagner, saluer Prigojine et puis les soldats de Wagner. Et les chaînes Telegram locales nous disent on est dans quelque chose de totalement inédit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous n'avons pas vu ça dans la ville. Alors qui est-ce qu'il salue ? Est-ce qu'il salue celui qui va marcher sur Moscou ? Probablement pas. Celui qui critique le commandement militaire ? Possible. Critiquer les chefs fait toujours partie, voyez, de ce qu'on se permet de faire de toute façon dans les discours sur la politique à l'intérieur de la Russie. Mais surtout, je pense, celui que l'on salue, c'est le chef de guerre. C'est le chef de guerre, c'est-à-dire que l'idée du soutien à celui qui déclare que dans cette guerre, il faut y aller, qu'on n'y va pas assez bien, eh bien, je pense que c'est ça que nous avons vu dans les rues. Alors, Prigojine a une doctrine militaire assez radicale au sujet de la guerre en Ukraine, Jean Lopez. Du point de vue, bon, d'abord, c'est pas un homme qui a une formation militaire. Hein, il n'a pas fait l'école de guerre. D'ailleurs, il s'en vante en disant regardez, moi, je suis capable de réussir là où ces messieurs
de l'académie militaire à Moscou ne sont pas capables d'avancer d'un mètre. Bon, il a pas de formation militaire, ça n'est pas un stratège, c'est incontestable. Ce qu'il a montré à Bakhmout, c'est le niveau zéro de la tactique, hein. On est revenu à des attaques frontales qui rappelaient l'année 41 ou 42. Enfin, c'était vraiment... C'est déplorable, sa force, elle est ailleurs. C'est beaucoup plus comme dans la subversion, dans la capacité à exercer du chantage. Il sait très bien mesurer les rapports de force. Mais militairement, ça n'est pas un grand chef militaire. La seule chose qu'il a fournie, c'est qu'il a donné quelque chose qui est très important dans une guerre. Il a permis de faire sortir un héros, un combattant, un visage, un nom, quelqu'un qu'on connaît. Jusque-là, il faut reconnaître que quand on voit parler Shoigu ou quand on voit parler Gerasimov ou même Surovikin avant, c'est pas eux qui peuvent incarner auprès de la population. Mais je pense, comme Madame Colin-Lebedev, que c'est effectivement le dessein du Kremlin. C'est de faire que cette guerre reste cantonnée, que cette guerre ne déborde pas trop. Et tout le discours de Prigojine était à l'inverse. Extension, intensification, état de guerre véritable. La Russie n'est pas en état de guerre. Il n'y a pas une mobilisation des esprits. Lui, ce qu'il voulait, c'était ça. Alors, est-ce que les gens qui l'acclamaient, qui mettaient des fleurs sur les canons des chars, avaient ça en tête ? C'est difficile à apprécier, hein. Je ne sais pas. Je sais qu'un certain nombre de blogueurs militaires qui ont beaucoup de pouvoir en Russie se sont désolidarisés de son coup dès les premières heures, hein. Anna Colin-Lebedev, est-ce qu'il est possible malgré tout de se dire que les méthodes considérées comme radicales de Prigojine, puisque finalement, depuis le début de cette guerre, certains Russes proches du pouvoir considèrent que le tort de Vladimir Poutine, c'est d'être trop faible, d'être immodéré, notamment dans la manière dont il mène cette guerre? Au sein des classes dirigeantes de manière très large, nous avons deux positions. Nous avons effectivement celle qui est relativement vocale des faucons, hein, qui considèrent qu'il faut y aller, et ça, notamment les médias le transmettent très très bien. Mais je dirais que nous avons aussi dans les élites tout un pan de gestionnaires, hein, qui font tourner le pays, d'hommes d'affaires qui ont des fortunes personnelles et des carrières en jeu. Et ceux-là n'ont pas forcément intérêt à l'escalade si elle n'a pas de succès, hein. Et je dirais que c'est à cela que s'est adressé ces derniers mois Vladimir Poutine, en promettant que la stabilité de leur fortune et de leur position qui avait existé avant la guerre se maintiendrait, et qu'ils s'enrichiraient même du fait de la guerre. Je dirais que... Mais alors c'est eux peut-être que visait aussi Prigojine lorsqu'il ciblait un régime kleptocratique. Alors c'est à la fois assez cocasse parce que la kleptocratie est quelque chose qu'il connaît bien lui-même, mais c'est aussi quelque chose de pertinent dans la mesure où les autres le connaissent très bien aussi, ce système. Alors, par ailleurs, tous ces gens-là sont tout à fait intégrés dans le système et bénéficient complètement de la distribution corruptive de ressources. Donc je ne pense pas qu'ils aient été sensibles à cette dimension-là, mais en tout cas... Sensibles, non, mais peut-être touchés. Je veux dire qu'ils étaient parfaitement ciblés par ce discours. Peut-être touchés, mais effectivement, mais je pense qu'au bout d'1 an et demi de guerre quasiment, les élites russes ont aujourd'hui l'idée que ça ne va pas être facile et ça ne va pas être rapide. Ça, je pense que c'est acquis. Et donc, est-ce que ça en vaut la peine? Quels sont les coûts pour eux? Quels sont les avantages pour eux d'une escalade si cette escalade ne peut pas être gagnée? Vous voyez, on est sur... je suis convaincue qu'un certain nombre de personnes au sein des classes dirigeantes se disent faudrait peut-être trouver un moyen d'arrêter ça. Alors, si on a un moyen d'arrêter ça en escaladant, ok, mais peut-être qu'en désescaladant, ça marcherait mieux. Alors, c'est ça, effectivement, l'alternative Jean Lopez, ou bien donc une désescalade, ou bien des scénarios dystopiques, je ne sais pas, à base de centrales nucléaires, par exemple, Oui, c'était bien agité. sûr, oui. Dans l'immédiat, c'est l'Ukraine qui escalade. C'est l'Ukraine qui escalade par sa capacité à passer à l'offensive, par le fait qu'elle obtient quand même des armes de plus en plus efficaces de ces aides de la coalition occidentale qui la soutient. La Russie est pour l'instant en position défensive, très nettement défensive, et c'est bien ça qui est inquiétant, d'ailleurs, je pense, du point de vue de ses élites. C'est que pour l'instant, on ne voit en aucun cas que l'armée russe ait une capacité à briser l'outil ukrainien. L'armée russe est dans la position la plus difficile qu'il soit, c'est de faire le dos rond, d'encaisser. On fait souvent l'analogie avec ce qui se passe en ce moment et la bataille de Koursk.
Alors, il fait faut rappeler l'analogie. la bataille Cette de bataille Kursk. gigantesque au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que ça où reste la plus grande bataille de chars de tous les je temps. pense que c'est une plus grande bataille de tous les temps de chars, d'avions. Enfin, c'est dément. Vous avez L'armée consacré rouge, dans un un premier- livre à cela. Attendez, il faut Oui. quand même que je Oui. le dise. Jean Lepez, vous avez consacré Oui. un livre à ça. Et c'est quand même une bataille qui sidère parce que ça a été une boucherie absolument Oui, inimaginable. l'armée rouge a dû sacrifier environ 4 matériels ou 5 matériels, 4 hommes ou 5 hommes pour un en face pour l'emporter. Elle l'a emporté, mais à un coût exorbitant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repris ce modèle défensif, c'est-à-dire une défense extrêmement profonde, mais il y a une grande différence. C'est que l'armée rouge avait des capacités de mener derrière immédiatement une contre-offensive et de trouver une solution. Or, aujourd'hui, on ne voit pas que l'armée russe soit capable de faire autre chose que de s'arc-bouter. C'est une position terrible. Et alors, transformer Zaporizhia ou une autre centrale nucléaire en bombe par destination, par exemple? Ah, pour l'instant, c'est une façon de faire pression. On a fait sauter le barrage de Kakhovka. On est capable de faire n'importe quoi, hein. C'est une position, c'est une posture. Mais très régulièrement. Une posture. Alors, pour la destruction du barrage, ça n'est Ah pas non, ça qu'une n'est pas une posture, ça a été une réalité. Mais pour Zaporizhia, la centrale nucléaire, c'est une ah, menace. mais tout ce qui nous remonte, tant du gouvernement de Zelensky lui-même dans ses 3 derniers discours que de l'Agence internationale de l'énergie atomique est extrêmement alarmant. Véritablement alarmant. C'est-à-dire que les Russes se livrent probablement à du minage de la centrale. Alors, est-ce que c'est un minage réel? Il y a des puits qui ont été creusés, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'ils ont véritablement mis des explosifs? On ne sait pas. Toujours est-il que le simple fait d'agiter la menace est déjà en soi une arme. Quelque chose d'extrêmement dissuasif. Est-ce que ça aurait un intérêt sur le plan stratégique? Alors, sur le plan stratégique, du plan directement militaire, non. Ça, en revanche, alors que l'explosion du barrage de Kakhovka a un intérêt militaire, ça permet de diluer, de redéployer les forces russes loin du bas Dniepr, plus vers l'Est, ça avait un avantage direct. Là, on joue avec autre chose. On joue avec des radiations qui vont dépendre en partie du sens du vent, par exemple, hein. Si on reprend l'exemple de Tchernobyl, mais c'est quelque chose de terriblement dangereux. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr du tout que les Russes aient l'intention de faire quoi que ce soit. Mais c'est le simple fait d'agiter la menace d'une super catastrophe qui contraindrait, alors là, pour le coup, le gouvernement ukrainien a des efforts considérables pour mettre sa population à l'abri. Ça gênerait considérablement les arrières, mais ça gênerait tout autant les Russes, et notamment la Crimée. Les vents dominants sont parfois nord-sud dans cette région. Qu'est-ce que vous en pensez, Anna Colin-Lebedev? Alors, pas sur le plan stratégique, mais sur le plan politique, le fait d'agiter une menace qui est une menace purement cauchemardesque vis-à-vis de la population ukrainienne. Les Russes ont utilisé différentes méthodes, la sauvagerie qui a été une arme de guerre, un certain nombre de tentatives de terroriser la population civile par le biais de bombardements qui, je parle sous le contrôle de Jean Lepez, n'ont pas vraiment d'intérêt stratégique, sinon donc d'effrayer la population. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Alors l'effet sur la population ukrainienne et la manière dont l'Ukraine conduit cette guerre est bien évidemment direct. C'est-à-dire que à chacun de ces moments, la Russie devient un ennemi de plus en plus existentiel et de plus en plus absolu. Et le conflit devient de moins en moins quelque chose qui pourrait être arrêté juste par l'arrêt des combats ou par une négociation territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, moi je reviens d'Ukraine il y a une dizaine de jours, la vision que les Ukrainiens ont de cette guerre n'a pas bougé d'un iota. Ils gagnent ou ils périssent. Il n'y a pas, vous voyez, aucune fatigue, et la fatigue est énorme, ne semble entamer cette lecture. Et je dirais que chaque geste qui est fait par Moscou, et notamment autour de la centrale, eh bien, les confirme dans cette idée. Donc, en fait, on est sur une attitude maximaliste de Moscou qui n'a pas du tout l'effet visé. Et là, ça a un effet mobilisateur de la population ukrainienne. Ça, c'est clairement l'effet qui est obtenu aujourd'hui. Et la manière dont on disait il y a quelques jours
que le pouvoir de Zelensky commençait à être discuté, que les actions stratégiques qui étaient menées étaient là aussi discutées en Ukraine. Vous avez entendu ça, Anna Colin-Lebedev? Alors, si vous voulez, le propre de la population ukrainienne, et je pense que c'est une caractéristique qu'ils partagent avec les Français, c'est de critiquer en permanence les décisions de leur pouvoir politique, et y compris d'être experts militaires à leurs heures. Mais je dirais que on a toujours ce discours de nous sommes 100% derrière nos forces armées et notre président, virgule, on verra la suite une fois que la guerre sera gagnée. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Ukrainiens vont être extrêmement inquiets de ce qui arrive, mais s'attacher à conduire la vie la plus normale possible, à faire fonctionner les institutions, mais aussi à avoir des débats. C'est-à-dire que les débats sont extrêmement nombreux sur tout un tas de problèmes internes au sein de la société ukrainienne, mais ça montre aussi que, je dirais, on est dans une société qui n'est pas du tout en perte de repères. On se pose des questions et on cherche à prendre les bonnes décisions. Et alors maintenant, Jean Lopez, que nous avons abordé les scénarios dystopiques de Moscou, est-ce qu'il est possible d'imaginer que les livraisons d'armes à l'Ukraine permettent à ce pays de l'emporter? Et qu'est-ce que ça signifie l'emporter aujourd'hui? Zelensky veut appuyer beaucoup sur le volet aérien. Ce qu'il veut pour l'instant, c'est des avions. À quoi ça sert, des avions? Les avions permettent déjà de tenir à distance l'aviation russe, dont je rappelle que le gros n'a pas encore été engagé. Les avions, ça sert d'abord à éloigner la force aérienne extérieure. Ensuite, ça sert à intervenir directement sur le champ de bataille. Et là, pour l'instant, ils n'ont pas cette arme. Et la deuxième demande qui a été faite à 2 reprises, ce sont des navires de guerre. Ça, on ne l'a pas assez souligné. Et là, je pense que ça vise directement le problème de la mer d'Azov et de la Crimée. Il est très difficile de récupérer la Crimée, qui est presque une île. Les voies d'accès sont très, très limitées et très étroites, sans une domination aéronavale. Ça, je crois que les leçons de l'histoire sont très claires là-dessus. Donc, ces moyens, ils les demandent. Et je crois que c'était cette nuit ou hier soir, et visiblement, il a discuté, d'après le communiqué final avec le président Biden, sur la fourniture de missiles et de bombes planantes qui soient à plus longue portée, de façon à frapper plus profondément dans le dispositif russe, y compris en territoire russe. Là, il me semble qu'il y a un tabou. Il y a un tabou qui peut être là. Alors, est-ce qu'il aurait cédé ce tabou? Écoutez, pour l'instant, Biden, il a toujours commencé par dire non et puis après par dire oui. Il a lâché un certain nombre de choses. Il a donné le matériel d'artillerie. Il y a une coalition des léopards qui s'est formée. Mais je dirais que dans l'immédiat, le plus important pour l'Ukraine, ça reste le problème des munitions, le problème des engins de bréchage et de la lutte anti-drone. Ce qui correspond à peu près d'ailleurs... La lutte anti-drone, semble-t-il une question en partie résolue. Les drones n'ont eu aucun intérêt pas tant que stratégique. ça, parce que ça se fait au détriment du front. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que les Russes maintiennent la pression en frappant sur les arrières. C'est dans un but tout bête de saturer les défenses et de provoquer une débauche de munitions. Vous savez, le nombre de munitions qui est tiré pour abattre un petit drone iranien qui coûte 30 000 $, c'est délirant. Le coût monétaire est de 1 à 1000. À 1000, les matériels qui sont dépensés coûtent des fortunes. Donc les Russes appuient là où ça fait mal. Et il y a visiblement sur le front, ils n'ont pas encore réussi à casser la logistique des Russes. L'artillerie russe est toujours en action. Les drones russes se déploient toujours. Ils sont toujours en position de frappe. Pour l'instant, ils se heurtent à un mur. Ils n'ont pas trouvé le lien. Et le lien, je répète, c'est important parce qu'on ne comprend pas bien. Le lien entre les raids à l'intérieur et la lutte sur le front, elle est dans l'épuisement des munitions, puisque l'Occident a un goulet d'étranglement fabuleux. On n'arrive pas à fournir l'Ukraine en munitions offensives en quantité suffisante. Anna Colin-Lebedev, j'ai une question difficile à vous poser. Est-ce que Prigojine peut survivre ? C'est une question que l'on se pose, effectivement, et nous n'avons pas encore la réponse. A priori, vous voyez, quand il avait commencé sa marche, l'analyse de tous les experts était probablement pas, mais c'était en anticipant une réaction du pouvoir russe qui n'est pas celle qui est intervenue. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation ouverte. Mais malgré tout, se réfugier en Biélorussie, c'est risquer de trouver quelque chose dans son yaourt chaque matin ? Je pense que la Biélorussie est un passage. Nous ne savons pas vers où se destine aujourd'hui Yevgeny Prigojine. Un passage, pensez-vous ?
On verra bien. Vous voyez, là, sincèrement, mes compétences de sociologue sont largement insuffisantes pour répondre à votre Non, mais question. il s'agit de savoir ce que le pouvoir russe peut supporter. Et est-ce qu'il est possible pour lui de supporter en Biélorussie quelqu'un qui ferait figure, c'est vous qui nous l'avez expliqué durant tout cet entretien, vous avez expliqué que finalement cela ouvrait des perspectives politiques à des figures qui étaient des figures de second plan, cet Effectivement, épisode-là. il est possible que nous ayons du côté de Moscou une volonté de faire quelque chose qui nous montre que ce type d'action n'est pas reproductible et ne doit pas être reproduite. Donc, est-ce que ça passe par l'élimination physique de Yevgeny Prigojine? Il est peu probable qu'il meure de vieillesse, d'une mort naturelle, ça c'est certain. Mais vous voyez, une fois de plus, le pouvoir russe nous surprend dans sa réaction à cette crise. Donc, attendons de voir à quel point en fait la déstabilisation est là. Un mot de conclusion, Jean Lopez, sur les conséquences de cette mutinerie avortée. Les conséquences ne sont pas d'ordre militaire, elles sont politiques, elles sont dans l'image que le pouvoir russe a renvoyée de lui-même, et elle met à nouveau Poutine devant ce dilemme terrible qui est il veut visiblement circonscrire l'affaire ukrainienne, qu'on n'ose pas appeler une guerre, hein. Et il y a des éléments dans l'armée, dans la population, et Wagner évidemment était à mon avis leur porte-parole, des éléments qui veulent un état de guerre réel, une intensification et mettre le paquet. On veut une nouvelle guerre, une nouvelle grande guerre patriotique, ça Prigojine l'a dit, c'est cela qu'il faut obtenir en Ukraine, c'est vers cela qu'il fallait. Aujourd'hui, je pense que Poutine a parfaitement conscience que c'est une option extraordinairement dangereuse pour lui, qui ne serait pas suivie par une partie de son establishment et probablement pas par une partie de la population. Donc l'enjeu, il est là. Comment faire pour gagner cette guerre sans en faire une guerre ? Jean Lopez, L'ours et le renard, c'est le livre que vous avez écrit avec Michel Goya, Histoire de la guerre en Ukraine, aux éditions Perrin, Jamais frère, Anna Colin-Lebedev. C'est le livre que vous avez consacré aux relations russo-ukrainiennes et c'est publié au Seuil. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.